Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Une émission que nous allons consacrer aujourd'hui à deux actualités de la diplomatie marocaine. D'abord, la visite de travail de 2 jours du ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzouk, qui a rencontré hier à Rabat son homologue Nasser Bourita. Au menu de cette visite qui vient rapprocher davantage Rabat et Nouakchott, le renforcement de la coopération et des relations bilatérales entre les deux pays, la situation au Maghreb, la question du Sahara marocain, les derniers développements dans la région, ainsi que le dossier de la hausse des droits de douane sur les exportations marocaines en Mauritanie et d'autres encore. La deuxième partie de notre émission sera consacrée à un petit bilan des travaux du 19e sommet du mouvement des non-annihilés qui s'est tenu les 19 et 20 janvier dans la capitale ougandaise Kampala, et dont la déclaration finale a conforté la position du Maroc et la pertinence de la proposition marocaine pour la résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Pour revenir sur ces deux sujets, nous avons le plaisir renouvelé d'avoir avec nous ce soir sur le plateau le politologue Moustapha Shehmi. Monsieur Shehmi, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va commencer par la visite du ministre des Affaires étrangères mauritanien. Dans quel contexte intervient cette visite de 2 jours qui a commencé hier, qui s'achève aujourd'hui, et quelle est son importance? D'abord, vous l'avez relevé dans votre présentation, c'est une diplomatie en mouvement. Oui. La délégation marocaine, notre ministre des Affaires étrangères, Sabourita, a représenté Sa Majesté le Roi à 2 sommets à Kampala, capitale de l'Ouganda, premier sommet des non-alignés, pendant 2 jours, suivi par un autre sommet des 77 plus la Chine. Et puis voilà que lundi, donc, il y a la Mauritanie, et notre ministre a reçu donc son homologue mauritanien, M. Mohamed Salem Ould Merzouk. Alors, c'est important qu'il y ait cette visite de travail du ministre mauritanien des Affaires étrangères. Je voudrais noter, pour commencer, qu'ils ont déjà eu un contact à Marrakech. Voici 1 mois, le 20 décembre dernier d'ailleurs, à l'occasion du forum Russie-Afrique. Donc, il y a déjà eu un contact qui a permis donc sûrement de préciser un certain nombre de choses et de préparer cette visite. Alors, c'est une visite importante parce qu'elle porte sur quoi? Elle porte sur les relations bilatérales, évidemment, entre Nouakchott et Rabat, sur la situation au Maghreb avec la question nationale du Sahara, vous le savez. Ça regarde également l'initiative marocaine en direction des pays du Sahel. Et puis, il y a aussi le fait, précisément sur ce dernier point, qu'il y a une invitation qui a été formulée voici 1 mois à Marrakech par le ministre marocain des Affaires étrangères, son homologue mauritanien, pour que la Mauritanie rejoigne précisément cette initiative et qu'elle soit partie prenante. Donc, vous voyez qu'il y a un processus de concertation, de dialogue, et les relations bilatérales sont bonnes. Elles sont bonnes, elles sont meilleures aujourd'hui avec le nouveau président qui a été installé, qui a pris fonction en juillet 2019, le nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ce n'était pas le cas avec son prédécesseur, j'y reviens pas. Alors, c'est des relations qui sont améliorées et qui connaissent un rebond, un élan de consolidation avec cette visite. D'abord, un point de géographie, vous savez, nous avons une frontière de 1560 km avec la Mauritanie, il faut le rappeler. Donc, une grande frontière. Il y a la géographie, il y a l'histoire, parce que les relations aujourd'hui sont topo fixes. Justement, je voulais savoir la spécificité de la nature, enfin la spécificité des relations entre le Maroc et son voisin mauritanien. On a beaucoup de choses en commun. Je vous rejoins. On a d'abord, pour ça que je parlais, on a d'abord une frontière commune. C'est important d'avoir une frontière commune. C'est des liens de 1560 km, c'est important. Et ensuite, d'ailleurs, les 2 ministres l'ont dit lors de leur conférence de presse, il y a des liens de sang. Des liens de sang entre les 2 peuples, et ça c'est connu à travers l'histoire. Il y a aussi le fait qu'ils sont dans un espace culturel commun. Ce sont des pays musulmans qui, donc, à un titre ou à un autre, sont dans cette civilisation musulmane, et à travers l'histoire, à travers tous les flux historiques, culturels, religieux, etc., c'est également un point qui est acquis. Puis il y a des relations commerciales et économiques maintenant qui sont en développement. Je vous signale par exemple que
Les échanges commerciaux en 2023 ont atteint 3 milliards de dirhams, une progression de 58% par rapport à 2022, où n'était que de 2 milliards de dirhams. Oui. J'ajoute... Le Maroc est le premier partenaire économique. Le premier partenaire, vous avez raison de le relever, le premier partenaire, le premier investisseur. Africain. Africain, bien sûr. C'est important. Il y a également, au titre des liens humains, il faut ajouter la communauté estudiantine qui est la plus importante, voilà. Communauté étrangère estudiantine, c'est les Mauritaniens. Les étudiants marocains, ils ne vont pas ailleurs. Les étudiants mauritaniens, ils ne vont pas ailleurs. Ils vont à la première destination dans leur parcours. Dont beaucoup de journalistes. Oui, tout à fait, qui exercent d'ailleurs, vous le savez, dans un certain nombre de médias. Alors, il y a aussi, ce qui est important entre les deux pays, et le Maroc apprécie, c'est la position de Nouakchott sur la question nationale. Il faut bien comprendre que la Mauritanie est dans un espace géographique, donc, qui est compliqué, avec une frontière avec l'Algérie, oui. Il faut le dire, et donc qu'elle subit évidemment une influence algérienne. Je devrais parler plutôt de pression réitérée depuis les années 70, oui. Avec l'ancien président Boumedienne, avec même des menaces à l'époque, oui, c'est connu. Oui. Et donc la position de la Mauritanie, officiellement, c'est une position d'équidistance entre Rabat et Alger, du fait que c'est un pays qui donc veut avoir essayé, autant que faire se peut, des bonnes relations avec les deux pays voisins. Il n'y arrive pas toujours, du fait qu'il y a un forcing algérien, c'est connu, oui. Du fait qu'il y a aussi maintenant une mobilisation de la diplomatie algérienne pour qu'il y ait une zone de libre-échange pour ceci, cela, etc. Et donc, en tout cas, pour ce qui nous intéresse, nous, le volet économique se porte bien, c'est en progrès, une consolidation des flux. Il y a eu un forum d'affaires l'année dernière avec 150 opérateurs mauritaniens, oui. Qui s'est tenu à Casablanca. Et sur la question nationale, le Maroc apprécie la position mauritanienne. Pourquoi ? Parce que c'est une neutralité positive. Je m'explique. Une neutralité, ça veut dire que vous n'êtes pas concerné. Neutralité positive, ça implique un intérêt particulier. Dans le sens de quoi ? Dans le sens de la recherche d'un règlement. Et qu'est-ce qu'il y a sur la table, généralement ? Il y a les résolutions du Conseil de sécurité. Et donc la Mauritanie soutient, il faut le dire, soutient aux Nations Unies la position marocaine, qui est celle de la communauté internationale, exprimée et réitérée depuis 2007 sur le projet marocain, c'est-à-dire une initiative marocaine sérieuse, crédible et réaliste, oui. Sur la base d'un compromis négocié. Plus encore, la Mauritanie soutient ces derniers temps et soutient la résolution 2703 du 30 octobre dernier, qui est une résolution extrêmement intéressante parce qu'elle fixe des paramètres de négociation, les paramètres de négociation, le format des tables rondes et le soutien à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, en l'occurrence le diplomate Staffan de Mistura. Et donc, nous sommes tout à fait à l'aise avec la Mauritanie. Et le Maroc apprécie cette neutralité positive de la Mauritanie sur la question nationale. Un acteur incontournable dans le dossier du Sahara et vertueux, important. Il y a aussi le volet économique. Et là, il y a l'initiative royale de permettre l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Et le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourreta, dans la conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec son homologue mauritanien, a déclaré que la Mauritanie peut jouer un rôle majeur dans la concrétisation de ce grand projet qui est bénéfique à tous les pays du Sahel. Elle est stratégique. Oui. Dans ce projet. D'abord, pour le Maroc, la Mauritanie, c'est la profondeur stratégique, oui. Géographique du Maroc, et donc dans sa politique en direction de l'Afrique de l'Ouest en particulier, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Le deuxième élément à prendre en considération, c'est que, évidemment, il est souhaitable et opportun que la Mauritanie soit associée à cette initiative. Oui. Pourquoi ? Ça n'est pas un pays enclavé, à la différence des 4 autres pays enclavés du Sahel, vous savez, mais c'est un pays qui a des frontières avec les pays enclavés. Et donc c'est important pour le Maroc que l'optimisation de sa stratégie d'ouverture
et d'implication des pays sahéliens et leur connexion terrestre, économique, etc., à la région passe par la Mauritanie. Je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la place que doit occuper la Mauritanie dans cet espace régional qui est en voie de composition. C'est un élément innovant de la diplomatie marocaine qui n'a pas été suffisamment relevé. C'est que le Maroc a une stratégie atlantique, vous le savez, avec toutes les propositions depuis des années, mais le Maroc se préoccupe aussi des pays non atlantiques. Et sur ce plan-là, les propositions du Maroc sont novatrices parce qu'il s'agit de permettre à des pays enclavés sahéliens des interconnexions et d'être intégrés dans des circuits de développement, des modèles de développement. C'est pour ça que la Mauritanie a sa place. Absolument. Tout à l'heure, quand on parlait des échanges économiques et des exportations, on n'a pas évoqué la question de la hausse des droits de douane sur les exportations marocaines, parce que le ministre des Affaires étrangères a promis que ce problème va être réglé, parce qu'il y a eu une hausse de 13 à 39% des droits de douane. C'est vrai. Les importateurs mauritaniens ont été touchés de plein fouet, les distributeurs, mais aussi les exportateurs marocains. Mais il a promis que ça allait être réglé. Il faut revenir non pas à ce qui est sur les réseaux sociaux, qui est souvent approximatif, il faut revenir aux positions officielles. La Mauritanie a décidé, dans le cadre de sa loi de finances... Mais ce n'était pas vis-à-vis du Maroc, c'était général. C'est pour ça qu'il faut le dire. C'est général, c'est la loi de finances. Sa loi de finances 2024, d'augmenter les droits de douane... Pour favoriser la production interne. De 14%, de les monter à 40%. Oui. Alors, évidemment, ça a pénalisé... Mais c'est une mesure générale qui intéresse tous les pays exportateurs de légumes en direction de la Mauritanie. Pour encourager la production mauritanienne. Pour encourager la production mauritanienne, et c'est également pour essayer de faire jouer un certain nombre de mécanismes de soutien. Je note que, je le répète, c'est une mesure générale. Et le Maroc n'assure que 20% des importations mauritaniennes de légumes. Tout ça doit être dit et clarifié. C'est une mesure ponctuelle et saisonnière. Elle part du 1er janvier au 30 avril. C'est 4 mois de chaque année. Ça relativise le problème. Alors, on va passer, parce qu'on a un autre sujet. Peut-être un point, si vous permettez, sur les relations avec Nouakchott, c'est la coopération militaire. La coopération militaire qui se porte bien. Il y a eu la réunion de la commission mixte militaire qui s'est réunie donc avec à Nouakchott, avec les responsables des deux forces armées. Et c'est une coopération militaire qui se porte bien. Elle a des accès et des accès particuliers touchant un certain nombre de secteurs. C'est quoi ? C'est la lutte contre le terrorisme, c'est également la sécurisation des frontières. Sécurisation des frontières entre les deux pays, bien sûr, mais sécurisation également du Maroc, des frontières marocaines et mauritaniennes avec les autres pays. Et donc ça se porte bien. Il y a des échanges pour des partages d'expertise, programmation conjointe d'activités. Et puis, à noter, quand même, dans ce plan-là, l'ouverture d'un consulat mauritanien à Casablanca. Oui, c'est important. Surtout que la Mauritanie, c'est une zone de stabilité importante dans une région qui est très menacée. Donc, c'est une coopération qui se porte bien à tous égards et elle se consolide. Voilà, et cette visite va la consolider encore plus. Alors, on va passer au 19e sommet du mouvement des non-alignés qui s'est tenu les 19 et 20 janvier dernier dans la capitale ougandaise Kampala. D'abord, que représente aujourd'hui le mouvement des non-alignés 63 ans après sa création? On sait qu'il a été créé dans un contexte particulier, celui d'une bipolarité mondiale, de la guerre froide. Et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui alors que ce contexte n'est plus d'actualité et que nous sommes dans un nouvel ordre mondial? Il faut rappeler qu'effectivement, il a été consacré comme mouvement des non-alignés, comme mouvement, donc... en 1961, à la conférence de Belgrade, sous l'égide de la Yougoslavie, du maréchal Tito. Le Maroc était présent, il faut le dire. Le Maroc, c'était Sultan Mohamed V qui était présent à ce sommet. Et donc le Maroc a voix au chapitre, si je puis dire, dans cette problématique-là,
parce que le Maroc avait été l'un des initiateurs du groupe de Casablanca. Oui. En janvier 1961, qu'on appelait groupe de l'Afrique progressiste, par différenciation du groupe de Monrovia, qui était celui de l'Afrique modérée. Et donc, le Maroc est partie prenante, il a une légitimité à avoir sa place, et il est partie prenante. Oui. Depuis, évidemment, c'est un mouvement qui s'est élargi. Il compte aujourd'hui 120 pays dans 53 pays africains. Le Maroc était présent sur ce plan-là, avec une délégation marocaine dirigée par le ministre des Affaires étrangères, mais également des ambassadeurs opérationnels. Et sur ce plan-là, ce qu'on peut retenir de ce sommet, c'est d'abord, évidemment, la priorité à la question nationale. Dans la déclaration finale, il y a le soutien du mouvement des non-alignés au processus onusien pour ce qui est de la cause nationale. Ça doit être dit et répété. C'est-à-dire que 120 pays sont tombés d'accord sur le soutien. Il n'y a pas eu de réserve. Oui, il n'y a eu aucune réserve d'aucun autre pays. Et ça, c'est nouveau, c'est un tournant, parce que ça n'a pas toujours été le cas, en tout cas pas cette unanimité. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a favorisé ce retournement de situation, ou plutôt cette prise de conscience pour cette nouvelle position d'appui à la proposition marocaine. Vous avez raison de le relever. Il y a un acquis maintenant consolidé. C'est différent du précédent sommet qui s'était tenu en 2019 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Il y avait des positions plus ambiguës sur la question nationale. Alors pourquoi on est arrivé à ce consensus et à ce soutien au processus onusien? Parce que il y a la maturation de la question nationale. La dynamique diplomatique. La maturation, et la maturation, elle vient de quoi? Elle vient des avancées et d'une dynamique, vous l'avez relevé, consacrée par toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, consacrée également par des prises de position de grandes puissances, les États-Unis, l'Allemagne, même vous avez vu que la France a évolué, qu'elle soutient ce processus onusien, en demandant même qu'il avance, c'est quand même important, sans parler d'autres pays européens, etc. Et donc la communauté des non-alignés de 120 pays ne peut que prendre acte de cette nouvelle situation, ces nouvelles données. Oui. Et c'est extrêmement important. Je note qu'il n'y a pas eu de réserve de tel ou tel pays hostile, comme vous le savez, à la cause nationale. Alors, ces pays hostiles, pour revenir un petit peu pour comprendre le contexte des mouvements des non-alignés, c'est que, bon, non-alignés, mais il y avait des pays qui n'étaient pas si non-alignés que ça et qui ont profité, notamment pendant la guerre froide, de leur présence dans ce bloc pour créer des foyers de tension, comme l'Algérie, avec la création du mouvement séparatiste, le Polisario, l'Afrique du Sud, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, les mouvements de non-alignés, ce bloc, c'est un bloc, c'est beaucoup plus un mouvement, a changé. Au-delà de ce référentiel commun qui devrait être partagé par les 120 membres du mouvement des non-alignés, ce mouvement des non-alignés se fonde sur un socle de principes qui a été défini en avril 1955 dans la conférence de Bandung en Indonésie. Et ça a été réaffirmé au sommet de Belgrade et réaffirmé dans tous les sommets. C'est quoi ces principes? Ces principes, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures, le règlement pacifique des conflits, le respect de la souveraineté et de l'intégrité, et une politique de règlement, donc de négociation. Tous ces principes-là, ils ne tombent pas du ciel. Ce sont ces mêmes principes qui sont consacrés dans la Charte des Nations Unies, qui sont consacrés également dans les principes de la Ligue arabe, de même dans la Charte de l'ex-OUA et aujourd'hui de l'Union africaine. Et c'est pour ça que, évidemment, tout le monde ne respecte pas ces principes. Vous avez fait référence aux pays voisins, c'est connu, puisque c'est un pays voisin qui ne respecte pas la souveraineté et qui entretient sur son territoire anti-Douf des éléments armés de déstabilisation. Tout ça pour dire que le Maroc est à l'aise avec ces principes du non-alignement. Ce sont ceux-là même qui fondent sa politique étrangère.
Et je voudrais ajouter un dernier point pour ce sommet des non-alignés. C'est la référence qui a été faite dans la déclaration, qui est celle-ci. Le soutien, les félicitations et le soutien apporté au Maroc pour ce qui est de la question palestinienne, oui, au rôle de Sa Majesté le Roi comme président de Quds et aux initiatives humanitaires prises par le Maroc. C'est expressément dit dans la résolution. Donc, vous voyez que tout ça pour dire que le Maroc peut se sentir donc mais le Maroc, honoré et reconnaissant. Mais c'est la, vous savez, c'est la rançon d'une diplomatie qui est claire, qui est transparente, qui est mobilisatrice et proactive. Oui, parce que pour ce 19e sommet, c'était vraiment une présence en force. La délégation, vous l'avez dit, il y avait le ministre des Affaires étrangères, il y avait le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, Omar Hillel, et d'autres diplomates. C'était une forte délégation. Je voudrais ajouter un dernier point, s'il vous plaît, rapidement, c'est qu'à Kampala, il y avait le sommet des non-alignés, et il y avait un deuxième sommet, c'est les 77 plus la Chine. Le Maroc s'est également distingué en faisant des propositions de réforme. Lesquelles ? Le fait qu'il faut modifier les méthodes de travail, les rendre plus efficaces. Il faut également redynamiser le fonctionnement du secrétariat exécutif, assurer une rotation géographique. Et le mot d'ordre, le thème de cette rencontre, c'était quoi ? Ne laisser personne de côté. C'est un des axes de la politique marocaine. Et sur ce plan-là, le Maroc participe à ces conférences nationales avec des propositions. Merci beaucoup, professeur Mostafa Sahimi, pour cet éclairage. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.